Donc, on commence maintenant le chapitre 9, dernier chapitre de la session. Ce chapitre-là est un wrap-up d'à peu près tout ce qu'on a vu pendant la session, surtout le chapitre 5 et 6 qui reviennent, mais avec une troisième dimension. Donc, on commence en disant que, tout comme dans le plan, une droite de l'espace est entièrement déterminée par un vecteur directeur et un point. Donc, si je connais un vecteur directeur et un point, je suis capable de donner l'équation de ma droite. Et la première qu'on voit, c'est l'équation vectorielle. Donc, notre vecteur directeur a seulement une composante de plus, le point a une coordonnée de plus et l'équation vectorielle est la même que celle qu'on avait dans le chapitre 5. Donc, P1, P2, P3 plus K fois D1, D2, D3 avec un K appartenant au réel. Pour trouver les équations paramétriques d'une droite, on prend notre équation vectorielle et on la sépare en chacune de ses composantes, ce qui nous donne la chose suivante. Pour l'équation symétrique, c'est la même chose que dans le chapitre 5. On fait juste rajouter la troisième dimension et on se rappelle que comme on ne peut pas diviser par 0, ben, il ne doit pas y avoir de composante nulle dans notre vecteur directeur. Un premier exemple facile, on va trouver l'équation vectorielle, les équations paramétriques et l'équation symétrique de la droite delta qui passe par le point P et qui est parallèle au vecteur qui joint les points A et B. Donc si ma droite ne passe pas par les points A et B, mais qu'elle est parallèle à un vecteur qui passe par A et B, bien, on va prendre le vecteur directeur comme étant le vecteur AB de composantes 1, moins 2 et moins 1. Donc, maintenant qu'on connaît notre vecteur directeur et qu'on connaît le point 0, 2, moins 2 qui appartient à notre droite, bien, on trouve l'équation vectorielle, l'équation symétrique et les équations paramétriques avec notre point et notre vecteur directeur. Petite remarque, vous allez remarquer qu'on n'a pas parlé d'équation cartésienne ni d'équation normale d'une droite dans R3. Et la raison est simple, c'est que dans R2, le vecteur normal, ben, il déterminait de façon unique la direction de la droite, mais ce n'est pas le cas dans R3. Remarquez sur le dessin en dessous que le vecteur en rouge est normal à chacune des droites qui est présente dans le plan. Ou encore, on pourrait dire que s'il y avait une droite qui passait par le vecteur en rouge qui pointe vers le haut, mais toutes les droites qui sont incluses dans le plan lui seraient perpendiculaires. Donc, on n'est pas capable de donner une orientation unique à une droite qui est perpendiculaire à une autre quand on est dans R3. Une autre façon de le voir, vous pourriez prendre dans vos mains deux crayons. Prenez deux crayons de couleurs différentes, par exemple un rouge et un bleu. Prenez le crayon rouge et faites-le pointer vers l'avant. Maintenant, prenez votre crayon bleu et mettez-le à 90 degrés par rapport à votre crayon en rouge. Remarquez que vous allez être capable de faire tourner votre crayon bleu par rapport au crayon en rouge et qu'il va toujours rester perpendiculaire à votre crayon. Donc, on n'est pas capable de savoir avec un vecteur directeur quel serait l'unique vecteur normal qui ferait en sorte qu'on aurait une droite perpendiculaire. Il en existe une infinité. Pour la position relative de deux droites dans l'espace, il y a encore la possibilité d'avoir des droites parallèles ou concurrentes, comme c'était le cas dans R2. Mais par contre, dans l'espace, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des droites pourraient ne pas être parallèles et ne pas se toucher non plus. C'est-à-dire qu'elles pourraient être, par exemple, une par-dessus l'autre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des droites gauches. Lorsqu'elles ne sont pas parallèles et qu'elles ne se coupent pas, ce sont des droites gauches. Il s'agit d'abord de déterminer si les droites sont parallèles. Si c'est le cas, il faudra déterminer si elles sont distinctes ou confondues. Et pour savoir si les droites sont parallèles, c'est toujours le même truc. Les vecteurs directeurs sont multiples l'un de l'autre. Si les droites ne sont pas parallèles, il faudra tenter de déterminer si elles ont un point d'intersection. Si elles ont un point d'intersection, alors les deux droites sont concurrentes. Sinon, les deux droites sont gauches. Alors présentement, on voit deux droites dans un graphique en 3 dimensions. On voit l'axe Z ici qui donne la hauteur, l'axe X et l'axe Y. Et on voit deux droites qui sont là et qui ont l'air de se croiser en un point. Et d'ailleurs, si je fais tourner, bien, on voit que la droite en bleu là, est toujours par-dessus la droite en mauve. Mais on ne sait pas s'il y a vraiment croisement et ça pourrait être confondant. Fait que, si on change l'inclinaison, par contre, là, on s'aperçoit que jamais il va y avoir de croisement entre ces deux droites-là. Elles sont
sont à une certaine distance l'une au-dessus de l'autre et il n'y a pas de point de croisement. C'est pour ça qu'en 3D, il faut faire attention, là. Un dessin, c'est peut-être pas suffisant pour savoir si les droites se croisent. Il faut vraiment se fier aux équations des droites plutôt que quand on était en 2D, on savait directement si les droites se croisaient parce que le point de croisement qui était donné dans le graphique était le point de croisement réel. Alors qu'ici, si je m'en viens comme ça, il y a l'air d'avoir un croisement à ce point-là, alors que réellement, il n'y en a pas. Il faut vraiment donc se fier aux équations qui nous sont données. Encore quelques remarques. L'angle θ entre deux droites concurrentes Δ1 et Δ2 de l'espace est le plus petit angle formé par ces deux droites, c'est-à-dire la formule avec l'arc cosinus, mais avec une valeur absolue dessus, ce qui nous assure qu'on va trouver un angle entre 0 et 90 degrés. Si les droites sont parallèles, les vecteurs directeurs vont être parallèles et dans ce cas-là, on va trouver θ égale à 0 degré ou 0 radian. Et si les droites sont gauches, qu'elles ne se croisent pas, l'application de la formule n'a aucun sens parce que l'angle pourrait différer selon la perspective selon laquelle on regarde nos droites. Dans cet exemple-ci, on nous donne trois droites, Δ1, 2 et 3, et on veut étudier la position relative entre les droites, donc en A entre les droites Δ1 et Δ2. Premièrement, on se rend compte qu'on a un vecteur directeur D1 pour la droite Δ1 de 5, moins 6, moins 4, et pour la droite Δ2, on a un vecteur D2 qui serait 1, 1, 1. On s'aperçoit déjà que les vecteurs directeurs ne sont pas multiples l'un de l'autre, donc je sais que les droites ne sont pas parallèles. À ce moment-là, je sais qu'elles sont soit concurrentes ou gauches. Et on va supposer qu'il y a un croisement entre les droites en un point arbitraire x, y, z. Je fais cette supposition-là, mais c'est en résolvant le système que je vais savoir s'il y a réellement un croisement entre les droites. L'information va être cachée à l'intérieur de mon système. Afin de résoudre, on va aller écrire nos deux droites sous leur forme paramétrique. Il y a plusieurs façons de résoudre ce genre de système-là. Je pense que la façon la plus simple, c'est d'y aller avec les formes paramétriques. Donc, nos deux équations étaient données sous forme vectorielle et symétrique. On les a transformées pour les avoir de forme paramétrique. Remarquez que dans la forme paramétrique, habituellement, ça nous prend le paramètre qui est pas mal tout le temps K dans nos notes de cours. Sauf que là, on compare deux droites ensemble et on ne peut pas mettre la même valeur de K pour les deux droites parce que ça voudrait dire que dès que K est égal à 1 dans une droite, il vaut immédiatement 1 dans l'autre droite. Donc, il faut distinguer les paramètres K. C'est pour ça qu'on a mis un K1 et un K2. Ensuite, s'il y a bien un croisement entre les droites, à ce point-là, le point va appartenir aux deux droites. C'est pour ça qu'on voit apparaître là, ici x égale à x, y égale à y et z égale à z. Dans le fond, c'est le x de Δ1 égale au x de Δ2, ainsi de suite. Ça nous donne les équations suivantes et qu'on va ramener sous forme de système linéaire en mettant les paramètres à droite et les constantes à gauche. Et là, on va aller résoudre ce système-là à l'aide de la méthode de Gauss. Et c'est la méthode de Gauss qui va nous dire s'il y a un croisement ou non. On a ici notre système A augmenté de B et on fait les opérations de ligne sur notre système pour rendre la matrice échelonnée. Sur la dernière matrice, on voit apparaître une ligne éliminable et on calcule le rang. Donc le rang de la matrice A est égal au rang de la matrice A augmenté de B qui vaut 2 et 2, c'est notre nombre d'inconnus. Donc on sait qu'il y a une solution unique à notre système et donc les droites vont se croiser en un point. On sait qu'elles sont concurrentes à partir de là. Mais ce qu'il y a dans le système présentement, c'est des valeurs de K1 et K2. On ne connaît pas encore le point de croisement, donc il faut commencer par trouver les valeurs de K1 et K2 à l'aide du système qu'on a présentement pour connaître nos valeurs de x, y, z, c'est-à-dire les coordonnées du point de croisement. Alors, selon la ligne 2 de notre système échelonné, on trouve que K2 doit être égal à moins 2 et selon la ligne 1, en remplaçant par la valeur de K2 à l'intérieur, on va trouver que K1 est égal à 1. Donc, dans ce cas-là, il suffit de remplacer K1 dans Δ1 ou K2 dans Δ2 pour avoir le point de croisement. Et donc, quand on fait ça, on se ramasse avec le point de coordonnées 6, moins 4, moins 1. Et ça, c'est le point de croisement entre nos deux droites. Maintenant, pour avoir l'angle entre les droites, on a seulement besoin des vecteurs directeurs de nos droites et le calcul est fait ici et on trouve finalement un angle de 70,8 degrés entre nos droites et on peut le calculer parce qu'il y a bien un point de croisement. On ne peut pas le calculer si ce sont des droites gauches.
Donc, dans cet exercice-là, on va utiliser le produit mixte afin de déterminer si les droites delta 1 et delta 2 sont concurrentes. Donc, comment on fait pour y arriver? Parce que dans le produit mixte, on a besoin de 3 vecteurs, alors que présentement, on a seulement 2 droites. Et en plus, si on a des vecteurs pour nos droites, dans le fond, il faut utiliser ces vecteurs-là pour arriver à faire notre produit mixte. Fait que comment on fait pour y arriver? Bien, le constat est simple. Supposons que la droite en bleu, elle est là, et la droite en mauve, je ne sais pas si elle est ici et concurrente avec la droite en bleu, ou si elle est plutôt là, ici en bas, et qu'elle serait dans le fond une droite gauche par rapport à la droite en bleu. Donc, je vais commencer par dessiner des vecteurs. Donc, j'ai un vecteur directeur ici, par exemple, pour la droite delta 1. Ça, ce serait mon vecteur D1 associé à la droite delta 1. Et j'aurai un vecteur directeur D2, comme ça, pour ma droite delta 2. Mais les vecteurs directeurs, ça se déplace dans l'espace. Et dans le fond, peut-être que le vecteur directeur D2 qui est ici, ben, provient de la droite qui est ici. Et là, dans le fond, je ne sais pas comment sont orientées mes droites dans l'espace, à savoir est-ce qu'elles se croisent ou elles ne se croisent pas. Fait qu'il y a deux cas possibles. Si elles se croisent, comme dans le scénario du haut, ou si elles ne se croisent pas dans le scénario du bas. Ben, dans les deux cas, on va faire la même affaire. On sait que si les droites se croisent, comme dans le scénario du haut, ben, on pourrait venir asseoir ces deux droites-là sur un plan. Fait que ça, c'est ce que je montre présentement. Donc, mes deux droites se croisent en un point ici, et elles sont toutes les deux assises sur un plan. Et ce plan-là, on pourrait dire qu'il est formé à l'aide de deux vecteurs directeurs. Donc, encore une fois, mon vecteur directeur D1 associé à la droite delta 1 et mon vecteur directeur D2 associé à la droite delta 2. Donc, si j'ai les équations de mes droites, nécessairement, je connais un point P1 de la droite delta 1 et un point P2 de la droite delta 2. Je vais faire un vecteur qui relie ces deux droites-là. Donc, un vecteur qui ressemble à ça ici. Ça, c'est le vecteur P1, P2. Si mes droites sont concurrentes, on s'entend que le vecteur P1, P2, de la manière que mon plan a été construit, ça va être un vecteur qui va être parallèle à mon plan, ou encore un vecteur qui va être obtenu à partir d'une combinaison linéaire des vecteurs D1 et D2. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre ces trois vecteurs-là à l'intérieur d'une matrice et calculer le déterminant, ou autrement dit, calculer le produit mixte de D1, D2 et P1, P2. Si ça donne 0, dans un déterminant que ça donne 0, ça veut dire qu'il y a une ligne qui est éliminable, ou encore qu'elle est une combinaison linéaire des deux autres. Et donc, on aurait un déterminant qui serait égal à 0. Donc, quand est-ce que mes droites sont concurrentes? C'est lorsque le produit mixte va être égal à 0. Parce que, autrement, on va avoir plutôt la chose suivante. Mon point mon point P2 serait plutôt ici sur la droite qui est en bas. Et je vais quand même former mon vecteur P1, P2 de cette manière-là. Et là, ben, quand on va calculer le produit mixte avec D1, D2 et P1, P2, là, vous allez me dire le vecteur D2, je l'ai mis sur la droite qui est ici en haut, alors qu'elle ne va pas vraiment là, mais il faut se rappeler que des vecteurs, ça peut se déplacer comme on veut dans l'espace. Et que le plan qui est ici peut quand même être obtenu à partir des vecteurs D1 et D2 si on considère toujours que des vecteurs, ça se déplace comme on veut dans l'espace. Mais par contre, une fois que je forme le vecteur P1, P2, lui, il va me dire si réellement la droite, elle est ici en haut ou si elle est en bas là. Donc, je considère encore une fois que je vais faire le produit mixte entre D1, D2 et P1, P2. Mais cette fois-ci, le vecteur P1, P2, on le voit directement là, sur le dessin qui est là. Il n'est pas obtenu à partir d'une combinaison linéaire de D1 et D2 parce qu'il ne reste pas sur le plan qui a été formé par les vecteurs D1 et D2, ou plutôt il n'est pas parallèle à ce plan-là. Il s'en va extérieur au plan, donc ça me donne une troisième dimension si on veut. Et donc dans ce cas-là, si on fait notre produit mixte, qu'on sait qu'il est associé à un déterminant, ben nécessairement on va trouver un déterminant non nul ou un produit mixte non nul. Donc comment on fait pour savoir si les droites sont concurrentes? Si le déterminant est égal à 0, les droites sont concurrentes, et si le déterminant n'est pas égal à 0, les droites sont gauches. Une autre façon de le voir, ce serait d'y aller avec le produit mixte en considérant son interprétation géométrique, c'est-à-dire le volume d'un parallélépipède. Donc, je sais que dans ce cas-ci, j'aurai un parallélépipède formé à partir des trois vecteurs de mon produit mixte. Donc, D1 qui était ici,
D2 ici et P1, P2 qui fait la troisième dimension. Donc ça, c'est les trois vecteurs qui me donnent les trois dimensions de mon parallélépipède ou qui constituent trois côtés de mon parallélépipède. Quand je vais faire le produit mixte, ça va me donner son volume. Et si le volume est non nul, c'est que le parallélépipède, il existe et que dans ce cas-là, il y a une distance entre mes droites. Par contre, si j'efface ça et que je montre autre chose, si mon point P2 il est plutôt sur la droite en mauve qui est en haut, donc c'est ici, quand je vais faire le produit mixte de D1, D2 avec P1, P2, je me rends compte que tous les vecteurs qui forment mon parallélépipède sont exactement sur un même plan. Ou encore, c'est comme si mon parallélépipède n'avait pas de hauteur. Et par conséquent, s'il n'a pas de hauteur, son volume va être nul. Donc, encore une fois, même avec cette interprétation-là géométrique, on arrive à quelque chose qui est nul lorsque les droites sont concurrentes. Fait que le truc, produit mixte nul, les droites sont concurrentes. Produit mixte non nul, les droites sont gauches. Donc, comme on vient de voir dans la dernière explication, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre le point A appartenant à delta 1, le point B appartenant à delta 2. On construit le vecteur AB. Dans ce cas-ci, serait de composante 7, moins 4, moins 2. Et on fait le produit mixte avec D1, D2 et AB. Donc, dans le fond, c'est un déterminant d'une matrice 3 par 3. Et dans ce cas-ci, on trouve un déterminant de 0. Et comme le produit mixte est nul, on conclut que les vecteurs appartiennent tous à un même plan et que les droites delta 1 et delta 2 se croisent. Par contre, cette méthode-là ne nous indique pas quel est le point de croisement. Elle fait juste nous indiquer si les droites se croisent. On pourrait aussi dire que, comme le produit mixte représente le volume d'un parallélépipède, le fait qu'il vaille 0 indique qu'il est d'une hauteur nulle. Par conséquent, les vecteurs sont coplanaires et les droites sont concurrentes. Pour trouver le point d'intersection et l'angle entre les droites, on fait comme on a fait en A. Maintenant, pour la position relative des droites delta 1 et delta 3, on a les vecteurs directeurs D2 et D3, ainsi que les points P2 et P3. On sait que les droites ne sont pas parallèles parce qu'elles ne sont pas multiples l'une de l'autre, et pour savoir si elles sont gauches ou concurrentes, on utilise encore l'astuce du produit mixte. On crée le vecteur P2, P3 qui relie les droites delta 2 à delta 3. Et on fait notre produit mixte. Donc, c'est le calcul d'un déterminant. Dans ce cas-ci, on le fait selon la deuxième ligne parce qu'il y a plus de 0. Et on se retrouve avec un produit mixte égal à 5. Donc, comme le produit mixte n'est pas nul, on sait que les droites ne sont pas concurrentes. On a déjà vérifié qu'elles n'étaient pas parallèles. La seule option qui nous reste, c'est qu'elles sont gauches. Et on ne calcule pas l'angle entre deux droites gauches. Donc, dans ce cas-ci, c'est tout ce qu'on avait besoin de faire. Maintenant, pour la distance d'un point à une droite, si on dit que delta est une droite qui passe par un point P et qui est de vecteur directeur D, et on a un point Q extérieur à delta. La distance du point Q à delta, qu'on note par dQ delta, est donnée par la formule suivante, dont on va aller regarder la provenance. Donc, la distance entre un point et une droite est implicitement la plus petite distance qu'il y a entre une droite et ce point, et par conséquent, cette distance doit être perpendiculaire à la droite. C'est ce qu'on voit dans le dessin à droite, là, entre Q et R. Là est notre distance, et on voit qu'elle est bien perpendiculaire à notre vecteur D ou encore à la droite delta. Aussi, on peut remarquer sur le dessin que si on faisait le sinus de l'angle θ qui nous est donné, le sinus c'est côté opposé sur hypoténuse, donc notre côté opposé c'est la distance qu'on cherche, alors que l'hypoténuse est de grandeur norme du vecteur PQ. Donc ça veut dire que si on isole D de la dernière équation, on va obtenir la distance entre Q et delta va être la norme du vecteur PQ fois sinus de l'angle. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette formule-là et travailler juste un peu avec. On va rajouter une norme du vecteur D au numérateur et au dénominateur. Et à la prochaine étape, on se rend compte qu'au numérateur, ce qu'on a là, c'est la norme du produit vectoriel entre PQ et D, et ça conclut notre démonstration. Dans le chapitre 6, on avait une belle formule qui utilisait le vecteur normal à une droite et qui nous aidait à trouver la distance entre un point Q hors de la droite et un point R sur la droite, ou encore la distance du point Q à la droite. Sauf que ici, on ne peut plus faire ça parce qu'il existe une infinité de vecteurs normaux à une droite en 3D et on ne saurait pas lequel prendre. Donc, cette technique-là ne fonctionne plus.
Ce qui veut dire que la formule qu'on a vue à la page précédente, c'est la seule formule qu'on connaisse pour trouver la distance entre un point et une droite. Aussi, pour trouver le point R qui appartient à delta et qui soit le plus près d'un point Q extérieur à la droite, on peut se servir de la formule suivante. La formule qui permet d'obtenir la distance d'un point Q à une droite s'applique même si le point Q appartient à la droite, parce que si Q appartient à la droite, on sait que le vecteur PQ, qui relie un point de la droite P à un point Q qui lui aussi appartient à la droite, ce vecteur-là va nécessairement être parallèle à notre vecteur directeur, donc c'est-à-dire K fois D. Et donc, si on met ça dans notre formule, le vecteur PQ va être remplacé par le vecteur K fois D, et donc on va se retrouver avec un produit vectoriel à faire entre deux vecteurs parallèles, et ça, on sait déjà que ça donne le vecteur nul. Et donc, au numérateur, on obtient le vecteur nul, et comme la norme du vecteur nul donne 0, on obtient une distance nulle. Dans cet exemple-ci, on nous donne une droite delta sous sa forme symétrique et un point Q, dont on ne sait pas s'il fait partie ou non de la droite, mais on veut calculer la distance entre ce point-là et la droite. Donc, on va prendre le point 3, moins 1, 0, qu'on sait qui appartient à la droite, et on forme le vecteur PQ qui nous donne les composantes moins 4, 3 et moins 3. Et on sait que notre vecteur directeur a des composantes 2, 3 et 1 selon l'équation qu'on a de la droite au départ. Donc, on fait PQ croix D qui nous donne au final le vecteur 12, moins 2, moins 18. Pour calculer notre distance, maintenant, on va faire la norme du vecteur PQ croix D sur la norme du vecteur D. Et si on fait le calcul, sous forme simplifiée, incluant la racine, ce serait racine de 236 septièmes. Et si on le calcule sur la calculatrice, ça donne environ 5,8 unités de distance entre le point Q et la droite. Pour avoir les coordonnées du point R qui appartient à delta et qui est le plus près du point Q extérieur, on se sert de la formule suivante. Et là, vraiment, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de remplacer les vecteurs dans la formule. Et si on fait ça, on se rend compte que les coordonnées du point R le plus près de delta sont les suivantes. Pour calculer la distance entre deux droites parallèles, c'est facile. On va se garder une des deux droites qui va rester là, et sur l'autre droite, on va juste fixer un point, par exemple Q1 qui appartient à la droite delta 1, et maintenant on se fie seulement à Q1 et on veut calculer la distance de Q1 à la droite delta 2. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait une droite qui n'était plus là, on connaît seulement un point, et l'autre droite elle est restée là. Donc quand on va calculer la distance du point à la droite qui est restée, ça va nous donner la distance entre les deux droites, puisque les droites sont parallèles et la distance devrait être la même partout. On va aller regarder ça à l'intérieur de l'exemple suivant. Donc, si on a les droites delta 1 et delta 2 suivantes, on s'aperçoit que le vecteur D1 et le vecteur D2 sont multiples l'un de l'autre et on sait déjà que les droites sont parallèles. Donc, leurs positions relatives, elles sont parallèles. Pour avoir la distance entre les deux droites, on va prendre un point Q qui appartient à la droite delta 1 et on va aller calculer la distance entre ce point-là et la droite delta 2. Donc, je vais avoir besoin du vecteur PQ et du vecteur D2 de la droite delta 2. Premièrement, on va aller calculer PQ croix D2 parce qu'on a besoin dans notre formule de la distance. Et notre vecteur PQ croix D2 nous donne les composantes moins 12, moins 27 et 39. Maintenant qu'on a notre vecteur PQ croix D2, on fait le calcul de la distance en utilisant la formule et au final, on arrive à racine de 266 tiers, ou encore, une fois sur la calculatrice, 9,4 unités environ. Voici la solution de l'exercice 1 du chapitre 9. Donc, on nous demande ici de déterminer la position relative de deux droites. Si les droites sont parallèles, on doit déterminer la distance qui les sépare. Si ce sont des droites concurrentes, il faut trouver leur point d'intersection et l'angle qu'elles forment. Donc, en A, on a les droites delta 1 et delta 2. Delta 1 est exprimé à l'aide d'une équation symétrique, delta 2 à l'aide d'une équation vectorielle. Donc, on va commencer par déduire ce qu'on peut savoir à partir des équations de delta 1 et delta 2. Donc, de l'équation de delta 1, j'en déduis que le vecteur directeur que je vais noter D1,
c'est le vecteur qui va m'être donné ici par les dénominateurs des trois fractions de l'équation symétrique. J'ai au numérateur les formes voulues. Là. On a x moins quelque chose, y moins quelque chose, z moins quelque chose. Donc, les dénominateurs 2, 3 et 5 sont les composantes du vecteur directeur. Et j'en déduis également que le point que je vais noter P1, qui est le point de coordonnées 5, 2, 13, est un point de la droite delta 1. Donc, ces coordonnées-là, je les ai trouvées à partir des numérateurs des fractions dans l'équation symétrique. À partir de l'équation de delta 2, j'en déduis un vecteur directeur D2, qui est le vecteur de composante 3, moins 1, 2. Donc, c'est le vecteur qui est multiplié ici par le scalaire K1. Et le vecteur qui est du vecteur qui est seul, lui, j'en déduis un point, qui est le point P2, de coordonnées 4, moins 5, 5, qui est un point qui appartient à D2. Donc là, maintenant, je vais comparer les vecteurs directeurs. Alors, j'ai beau les regarder, là, je ne suis pas capable de trouver un scalaire à partir duquel je suis capable de déduire qu'un des deux vecteurs directeurs est un multiple de l'autre. Donc, je vais dire qu'il n'existe pas de scalaire que je vais noter K, qui soit élément des réels, tel que D1 est égal à K fois D2. Donc, on n'est pas capable d'exprimer un des vecteurs directeurs comme étant multiple de l'autre. Donc, on a que le vecteur D1 est différent de K fois D2. Donc, ça me dit que les vecteurs directeurs ne sont pas parallèles. Et puisque les vecteurs directeurs ne sont pas parallèles, j'en déduis que les droites ne sont pas parallèles non plus. Donc, une fois qu'on a déterminé que les droites étaient non parallèles, bien, il faut maintenant distinguer les cas où les droites sont soit concurrentes, soit gauches. Donc, on va maintenant déterminer si delta 1 et delta 2 sont concurrentes ou gauches. Donc ici, le plus simple, c'est d'exprimer les deux équations des droites sous forme paramétrique pour ensuite comparer les équations paramétriques pour essayer de trouver un point d'intersection des deux droites. Donc je vais commencer par exprimer sous forme paramétrique les droites delta 1 et delta 2. Donc delta 1, je peux l'exprimer sous forme paramétrique comme étant x qui est égal à, ici ça va être 5 plus 2s. Donc je vais utiliser comme paramètre la valeur de s. Donc le 5, c'est l'abscisse du point par lequel la droite passe. Et le 2, ben, c'est la première composante, c'est la composante en x du vecteur directeur. Je vais avoir y qui est égal à 2 plus 3s et z qui va être égal à 13 plus 5s. Et évidemment, s peut être n'importe quel nombre réel. Donc ça, c'est les équations paramétriques de ma droite delta 1. Je fais la même chose maintenant pour ma droite delta 2. Donc, je ne vais pas mettre des égales, mais plutôt des points. Donc, en x, je vais avoir 4 plus 3t. Alors, c'est important ici que j'utilise un paramètre différent que celui que j'ai employé pour la droite delta 1. Donc là, j'utilise le paramètre t. En y, je vais avoir moins 5 moins t. Et en z, je vais avoir 5 plus 2t. Ici aussi, t peut être n'importe quel nombre réel. Donc, ayant exprimé mes droites sous forme paramétrique, je vais maintenant supposer
un point d'intersection des deux droites. Donc, je vais supposer que le point X, de coordonnées x, y, z, est le point d'intersection de delta 1 et delta 2. Donc, ayant fait cette supposition-là, je vais obtenir un système d'équations. Donc, le système d'équations que je vais obtenir va être le suivant. Je veux que le x de delta 1 soit égal au x de delta 2. Donc, je veux que 5 plus 2s soit égal à 4 plus 3t. Je veux que le y de delta 1 soit égal au y de delta 2. Donc, je veux que 2 plus 3s soit égal à moins 5 moins t. Et je veux finalement que le z de delta 1 soit égal au z de delta 2. Donc, je veux que 13 plus 5s soit égal à 5 plus 2t. Donc ça, ce sont les trois équations qu'on a à résoudre. Je vais les exprimer sous leur forme usuelle. Donc je vais écrire les variables à gauche, les termes constants à droite. Donc j'aurai comme première équation que 2s moins 3t doit être égal à moins 1. Deuxième équation, j'aurai 3s plus t qui doit être égal à moins 7. Et la dernière équation, j'aurai 5s moins 2t qui doit être égal à moins 8. Donc ça, c'est le système d'équations qu'on a à résoudre pour essayer de déterminer s'il y a un point d'intersection. Bon, comme ici, on a plus d'équations que d'inconnus, ben, je vais appliquer la méthode de Gauss. Donc, je construis la matrice augmentée correspondante au système. Je vais commencer par rendre nuls les deux éléments qui sont situés sous le premier pivot. Donc, je vais effectuer les deux opérations suivantes. Je vais modifier la ligne 2 en faisant 2 fois la ligne 2 moins 3 fois la ligne 1. Et je vais modifier la ligne 3 en faisant 2 fois la ligne 3 moins 5 fois la ligne 1. Donc, la première ligne est inchangée. La deuxième ligne devient, suite à l'opération 2 fois ligne 2 moins 3 fois ligne 1, donc j'aurai 6 moins 6, 0. J'aurai 2 plus 9, 11. Et j'aurai moins 14 plus 3, moins 11. La troisième ligne devient, suite à l'opération 2 fois ligne 3 moins 5 fois ligne 1. Donc j'aurai 10 moins 10, 0. J'aurai moins 4 plus 15, 11. Et finalement, dernier élément, j'aurai moins 16 plus 5, moins 11. Donc je constate que les deux dernières lignes sont identiques. Donc, je vais avoir ici assurément une équation éliminable. Donc, je poursuis la démarche pour échelonner ma matrice. Et je vais maintenant modifier la ligne 3 en faisant ligne 3 moins la ligne 2. Donc, les deux premières lignes sont inchangées. La dernière ligne devient une ligne nulle. Donc, c'était normal, puisqu'on avait plus d'équations que d'inconnus, d'être capable d'avoir, ne serait-ce que pour la partie des coefficients, d'avoir des valeurs nulles. Mais puisque le système ici va être compatible, mais je vais avoir une équation qui est totalement éliminable. Donc, selon la ligne 2, ce qu'on a comme équation, c'est que 11t est égal à moins 11, donc que t est égal à moins 1. Et selon la ligne 1, on n'a que 2s moins 3t, donc moins 3 fois la valeur de t qui est moins 1, qu'on vient d'établir, doit être égal à moins 1. On en déduit que s est égal à moins 2.
Donc ici, j'ai l'embarras du choix. Soit je remplace S par moins 2 dans les équations paramétriques de delta 1 pour générer un point, ou soit je remplace T par moins 1 dans les équations paramétriques de delta 2 pour trouver le même point. Donc je vais ici remplacer S par moins 2 dans les équations paramétriques de delta 1. Donc, x est égal à 5 plus 2s. Donc, 5 plus 2 fois moins 2 qui donne 1. Y est égal à 2 plus 3s, donc 2 plus 3 fois moins 2 qui donne moins 4. Et z est égal à 13 plus 5 fois moins 2, ce qui donne 3. Donc, le point d'intersection est le point 1, moins 4, 3. Bon, ici, c'est pas nécessaire, mais je vais, juste par acquis de conscience, je vais remplacer maintenant t par moins 1 dans les équations de delta 2. Alors évidemment, puisque ce que j'ai trouvé, c'est le point d'intersection des deux droites, en remplaçant t par moins 1, je devrais générer les mêmes coordonnées. Alors vérifions. Si t vaut moins 1, j'aurai x qui va être égal à 4 plus 3 fois moins 1 qui donne 1, la même valeur qu'on avait obtenue. Y vaut moins 5 moins t, donc moins 1. Fait que moins 5 plus 1, ça fait moins 4. On a toujours la même valeur. Et z doit valoir 5 plus 2t, donc 5 plus 2 fois moins 1, qui donne 3. Donc, dans le fond, je fais ma vérification par le fait même. Je viens de vérifier que je génère le même point. J'ai assurément trouvé le bon point. Donc, on peut dire que delta 1 et delta 2 sont concurrentes. Et leur point d'intersection est le point X de coordonnées 1, moins 4, 3. Il nous reste à trouver l'angle qui est déterminé par les droites, delta 1 et delta 2. Donc, c'est comme trouver l'angle entre les deux vecteurs, directeurs des deux droites, sauf qu'ici, il faut s'assurer que l'angle qu'on obtient est un angle compris entre 0 et 90 degrés. Donc, il faut juste ajouter dans la formule qui nous permet de trouver l'angle entre deux vecteurs, la valeur absolue au produit scalaire. Donc, la formule qu'on emploie, c'est θ qui est égal à arcos de la valeur absolue du produit scalaire des deux vecteurs directeurs sur le produit des normes des vecteurs directeurs. Donc, c'est arcos de la valeur absolue du produit scalaire du vecteur D1 de composante 2, 3, 5 avec le vecteur D2 de composante 3, moins 1, 2 sur la norme du vecteur D1 qui est la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré plus 5 au carré fois la norme du vecteur D2 qui est la racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré plus 2 au carré. Donc ça nous donne valeur absolue du produit scalaire qui est 2 fois 3 plus 3 fois moins 1 plus 5 fois 2 qui donne 13. Donc, c'est valeur absolue de 13 sur la norme du vecteur D1 qui est la racine carrée de 38. Et la norme du vecteur D2, c'est la racine carrée de 14. Donc ici, on se rend compte que la valeur absolue pour le produit scalaire n'était pas nécessaire. Et l'angle qu'on obtient numériquement est d'environ
55,7 degrés. Donc, les droites sont concurrentes. Leur point d'intersection, c'est le point de coordonnées 1, moins 4, 3. Et l'angle que les deux droites déterminent est un angle de 55,7 degrés. Alors ici, juste une petite remarque. Pour ce qui est de la position relative des droites, on a déterminé que les droites n'étaient pas parallèles. Donc, il fallait distinguer le cas où les droites étaient soit concurrentes ou gauches. Puisqu'on nous demandait de trouver le point d'intersection si jamais les droites étaient concurrentes, mais j'ai commencé tout de suite par résoudre le système d'équations. Mais si la question avait été juste de déterminer la position relative des droites, point à la ligne, donc là, j'aurais pu y aller rapidement à l'aide du produit mixte pour déterminer si les droites étaient concurrentes ou gauches. Alors, pour l'application du produit mixte, j'ai besoin du vecteur qui est constitué des points des deux droites qu'on connaît. Donc ici, le vecteur P1, P2. Donc, en prenant les coordonnées du point d'extrémité P2 et en lui soustrayant les coordonnées respectives du point d'origine P1, j'obtiens le vecteur de composante moins 1, moins 7, moins 8. Donc, je vais maintenant effectuer le produit mixte impliquant les deux vecteurs directeurs et le vecteur P1, P2 qu'on vient d'établir. Donc, ce produit mixte, c'est le déterminant de la matrice ayant en première ligne les composantes de D1, en deuxième ligne les composantes de D2 et en dernière ligne les composantes du vecteur P1, P2. Donc ici, si je fais un développement selon la première ligne, je vais avoir comme déterminant 2 fois 8 moins 14 qui est 22. Ensuite, j'aurai 3, mais son signe est un moins, donc j'aurai moins 3 fois le déterminant qui donne moins 24, moins 2, donc moins 22, pardon. Et plus le dernier élément de la première ligne qui est 5, son signe est un plus, fois le déterminant qui vaut moins 21, moins 1, donc moins 22. Donc 2 fois 22, moins 3 fois moins 22, plus 5 fois moins 22, ça donne 0. Alors, puisque le produit mixte est nul, j'en déduis que les droites sont concurrentes. Donc, le produit mixte nul, évidemment, ayant déjà établi a priori que les droites étaient non parallèles, donc le produit mixte m'indique ici que les droites delta 1 et delta 2 sont concurrentes. Donc, j'ai été capable ici d'établir la position relative à partir du produit mixte. En B, maintenant, on doit déterminer la position relative des droites delta 3 et delta 4. Delta 3 est exprimé à l'aide d'équations paramétriques. Delta 4 est exprimé à l'aide d'une équation symétrique. Donc, de l'équation de delta 3, j'en déduis que le vecteur directeur que je vais noter D3, c'est le vecteur que j'obtiens à partir des scalaires qui multiplient le paramètre K3. Donc, j'ai le vecteur de composante moins 6, 3, 1. Et j'en déduis également un point que je vais noter P3, qui est le point que j'obtiens à partir des termes constants dans chacune des équations paramétriques. Donc, j'ai moins 2, 1 et 4, qui est le point qui appartient à delta 3. À partir de l'équation symétrique de delta 4, j'ai comme vecteur directeur D4 le vecteur que j'obtiens à partir des dénominateurs des fractions. Donc, c'est le vecteur de composante 6, moins 3, moins 1. Et j'en déduis un point P4, qui est le point que je déduis à partir des numérateurs maintenant des équations, des fractions dans l'équation symétrique. Donc, le point moins 5, 1, 0 est un point qui appartient à delta 4. Donc là, je compare maintenant les vecteurs directeurs. Puis je me rends compte, dans le fond, le 1 est l'opposé de l'autre. Donc le vecteur D3
je suis capable de dire que c'est moins le vecteur D4. Donc ici, j'ai les deux vecteurs qui sont multiples l'un de l'autre. Donc j'en déduis que ces vecteurs sont parallèles. Et si les vecteurs sont parallèles, j'en déduis que les droites sont également parallèles. Donc, une fois que j'ai établi que les droites sont parallèles, je dois faire la distinction entre parallèles confondus ou parallèles distinctes. Fait que si je vais prendre un point d'une droite et vérifier s'il est solution de l'équation de l'autre droite. Donc, le plus simple, ça serait de prendre ici le point P3 de delta 3 et vérifier si ce point-là satisfait l'équation symétrique de delta 4. Donc, je vais vérifier si le point P3 appartient à delta 4. Donc, je remplace dans l'équation symétrique x, y et z par respectivement moins 2, 1 et 4, qui sont les coordonnées du point P3. J'obtiens moins 2 plus 5 sur 6. Ça, c'est différent de quand je remplace y par 1, qui est 1 moins 1 sur moins 3. Et cette fraction-là est aussi différente de 4 sur moins 1. Donc, assurément, le point P3 n'appartient pas à la droite delta 4. Donc, si on a deux droites parallèles dont un point d'une droite n'appartient pas à l'autre droite, j'en déduis que les droites sont parallèles distinctes. Donc, les droites delta 3 et delta 4 sont parallèles distinctes. Alors, on nous demande maintenant si les droites sont parallèles, d'en déterminer la distance qui les sépare. Donc, je vais maintenant trouver la distance. Alors, pour trouver cette distance-là, j'ai besoin de créer un vecteur à partir des points que je connais des deux droites. Donc ici, je vais créer le vecteur P3, P4. Donc en prenant les coordonnées du point d'extrémité P4 et en lui soustrayant les coordonnées respectives du point d'origine P3, j'obtiens comme vecteur le vecteur de composante moins 3, 0, moins 4. Alors, pour appliquer la formule de la distance entre un point et une droite, qui revient ici à trouver la distance entre mes deux droites parallèles, j'ai besoin du produit vectoriel maintenant de P3, P4 par D3 pour ensuite trouver la norme de ce produit vectoriel. Donc le produit vectoriel, je l'obtiens en calculant un déterminant ou en première ligne, je mets les vecteurs IJK. En deuxième ligne, je mets les composantes du vecteur P3, P4. Et en dernière ligne, je mets les composantes du vecteur D3, qui sont moins 6, 3 et 1. Alors, en I, j'aurai comme déterminant 0, moins 12, donc 12. Donc 12I. En J, j'ai comme déterminant moins 3, moins 24, qui donne moins 27. Mais le signe associé à J est un moins, donc j'ai moins 27 qui donne plus 27, J. Et en K, j'aurai comme déterminant moins 9, moins 0, donc moins 9, K. Donc, on obtient comme produit vectoriel le vecteur de composante 12, 27, moins 9. Alors, je peux maintenant trouver la distance entre la droite delta 1 et la droite delta 2, la droite delta 3 et la droite delta 4. En calculant le quotient de la norme du produit vectoriel qu'on vient de calculer, donc de P3, P4 par D3, sur la norme du vecteur directeur D3. Donc, la norme du produit vectoriel
c'est la racine carrée de 12 au carré plus 27 au carré plus moins 9 au carré. Et la norme de D3, c'est la racine carrée de moins 6 au carré plus 3 au carré plus 1 au carré. Donc ça nous donne la racine carrée de 954 sur la racine carrée de 46, qu'on peut simplifier comme étant 3 fois la racine carrée de 53 sur 23, et qu'on peut évaluer numériquement comme étant d'environ 4,5 unités. Donc les droites sont parallèles distinctes, et la distance qui les sépare est d'environ 4,55 unités.